Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Naël, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur comment se faire un serveur maison, donc un home server. Alors, à quoi peut vous servir un home server? Eh bien, simplement, si vous avez plusieurs commandes à lancer en même temps, telles que des lancements de programmes, des algorithmes comme pour vous permettre de lancer des bots Discord, des bots sur Twitter, plein de choses. Eh bien, pour héberger ces programmes-là, pour qu'ils fonctionnent en continu, il faut qu'ils soient stockés sur un serveur. Alors généralement, les serveurs qu'on peut trouver en ligne, ils sont payants, et ceux qui vous proposent de l'héberger gratuitement, c'est probablement des virus. Voilà, c'est pas forcément très sécurisé. Alors que là, si vous avez chez vous un vieux PC fixe que vous n'utilisez plus, eh bien vous pouvez vous faire un serveur maison et je vais vous montrer comment faire. Déjà, le prérequis, forcément, c'est d'installer une distribution à base Debian. Alors, je vais vous montrer pour ma part ce que j'ai fait. Donc, l'adresse IP que vous voyez ici est forcément floutée. Voilà. Donc, du coup, je me suis connecté ici via SSH. Je vais vous montrer comment l'installer. Donc, moi, pour ma part, j'ai installé Zorin en version serveur. Donc, vous pouvez voir que si je fais un petit NeoFetch, eh bien c'est quelque chose de plutôt rapide étant donné que je n'ai pas d'environnement de bureau. Vous voyez juste la résolution, c'est la résolution en fait de la console seule. Et donc du coup j'ai installé Zorin en version serveur pour faire tourner mes programmes. Alors la première chose à faire quand vous installez une distribution à base Debian, c'est de désinstaller ou plutôt de supprimer l'interface graphique. Alors attention, si vous supprimez l'interface graphique, bien entendu, vous pouvez la réactiver ensuite. Donc déjà, je vais vous montrer comment la désactiver. Donc vous faites un petit sudo systemctl stop JDM3. Ok. Donc vous tapez votre mot de passe. Et voilà. Et là, vous pouvez voir que systemctl stop, donc simplement, il n'y a plus d'interface graphique à ce moment-là. Alors, peut-être que vous allez voir un écran noir avec un petit trait. Et ce que vous faites, c'est que vous faites un petit CTRL ALT F2. Donc là, vous ne le voyez pas parce que c'est sur une console, mais si vous l'avez directement sur votre PC, vous faites un CTRL ALT F2. Et enfin, vous reboot. Vous redémarrez votre PC et là, vous serez sans interface graphique. Pourquoi? Parce que ça peut vous permettre d'économiser pas mal de RAM et surtout, ça va vous permettre de lancer plusieurs programmes en même temps parce qu'avec un environnement bureau tel que GNOME, vous savez que sur GNOME, c'est un petit peu modifié et ça prend pas mal de RAM. Et bien, sans interface graphique, vous allez pouvoir lancer pas mal de choses parce que si je vous fais un petit htop, comme vous pouvez le voir, vous voyez que je ne consomme seulement que 358 Mb de RAM, ce qui n'est pas beaucoup. Alors, la première chose à faire pour votre home server maison, c'est installer SSH. Alors en gros, SSH, donc ça veut dire Secure Shell, c'est-à-dire que ça vous permet d'accéder à distance à votre ordinateur en ligne de commande. Par défaut, sur n'importe quel ordinateur, que ce soit Linux, Mac ou Windows, la version client est installée. Donc c'est-à-dire que depuis votre ordi, vous pouvez vous connecter en SSH sur un autre ordi. Mais pour que cette serveur ou bien votre autre ordi puisse être connecté, il faut installer la version OpenSSH Server. La première étape, bien entendu, c'est de l'installer. Donc vous faites un petit sudo apt install OpenSSH-server. Ok. Donc là, il va lire les paquets. Moi, il va dire que je l'ai déjà installé. Voilà, simplement parce que je l'ai déjà installé sur ma machine. Donc, vous installez OpenSSH Server. Voilà, ça prend quelques mégaoctets, mais vous allez voir que ça peut être très utile. Alors après, il faut s'assurer que SSH est activé. Comment on fait? Eh bien, vous faites un petit sudo systemctl status SSH. Vous faites un sudo systemctl status SSH. Normalement, il va vous dire qu'il est actif. Et vous le voyez juste ici. Il est running, etc. Donc ça, c'est pour la partie savoir si c'est lancé. Et après, si vous voyez qu'il est désactivé, si et seulement si il est désactivé, eh bien vous faites un petit sudo systemctl start SSH. Vous faites ça et après SSH sera lancé. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez fait, eh bien vous pouvez, à partir d'un autre PC, se connecter en SSH. Alors généralement, comment fait-on pour se connecter en SSH? Eh bien, c'est très très simple. Vous voyez que sur ma machine ici, donc la machine serveur, mon nom d'utilisateur c'est Naël.
D'accord, donc la machine c'est Zorin, ça c'est le nom de la machine. L'utilisateur qui est connecté, c'est Naël, vous le voyez. Parce que si je fais un petit sudo -i, vous voyez qu'après ce sera root. Ok, donc là, si c'est Naël, et ben pour se connecter en SSH, vous faites Naël. Pardon, on va faire, je vais vous l'ouvrir directement sur un autre terminal. Ok, vous faites SSH, Naël, donc le nom d'utilisateur de la machine, arrobase, votre adresse IP. Alors, comment on peut récupérer l'adresse IP de votre machine à partir d'une seule commande? Donc, une commande très très simple. Eh bien, c'est pas difficile. Vous faites un petit hostname, vous faites -i, donc simplement pour lister, avec la petite barre qui va bien. Vous faites un petit cut, -f1, -d, accolade ici et accolade là. Et dès que vous rentrez cette commande, excusez-moi, vous pouvez voir qu'ici, donc c'est flouté hein, forcément, mais vous pouvez voir qu'ici que vous avez seulement l'adresse IP de la machine qui est connectée. Et donc du coup, eh ben moi si je me connectais sur cette machine là, eh ben je fais un SSH, le nom d'utilisateur, arrobas, eh bien l'adresse IP qui s'est affichée. Ok, voilà, donc c'est pas très très difficile pour se connecter en SSH. Alors aussi, vraiment, ce qui peut être pas mal avec le SSH, c'est de rendre votre serveur comme un disque distant sur votre PC. En gros, un disque distant, c'est-à-dire que si par exemple je me rends dans des fichiers, vous pouvez voir que ici j'ai un disque drive, hein, comme vous le voyez ici, donc qui est mon Google Drive, hein, que je peux l'avoir comme un disque distant. Et là, vous pouvez voir qu'ici, simplement, je peux me rendre à distance sur ma machine directement en graphique depuis mon gestionnaire de fichiers. Et après, comme ça, au lieu d'utiliser plusieurs clés USB pour faire des copies du PC principal jusqu'au serveur, eh bien, je peux le faire directement en graphique à distance. Alors, comment on fait pour y accéder? Eh bien, c'est très très simple. Vous vous rendez sur la machine que vous souhaitez, hein, bien entendu, sur autre emplacement. Vous faites CTRL-L. Et là, ce que vous faites, c'est que vous faites SSH // et après, vous mettez votre nom d'utilisateur, donc Naël, arrobase votre adresse. Après, par exemple, si vous voulez préciser le port, vous mettez 2 points. Moi, c'est le port 22, c'est le port par défaut. Et après, donc, vous pouvez directement vous connecter de cette manière-là. Donc, je vais copier, vous allez voir pourquoi. Donc là, je suis directement connecté, il ne me propose pas de mot de passe, c'est normal. Ce que je vais faire, c'est que je vais me déconnecter, je vais vous montrer comment. Donc, on reprend, CTRL-L, clac. Et là, ici, il va vous demander normalement le mot de passe de la machine, parce que moi je l'ai enregistré. Et là directement, vous pouvez vous connecter à distance. Après, ce que vous pouvez faire également, qui peut être très très bien, c'est spécifier un dossier. Par exemple, regardez, je vais vous montrer. Vous pouvez spécifier un dossier. Par exemple, si je veux me rendre dans mon bureau, eh bien vous pouvez voir que je me rends directement donc sur mon serveur dans le dossier bureau. Et si je fais un propriété, vous pouvez voir que alors attendez, on va faire ouvrir dans un terminal local. Voilà, et là ici vous pouvez voir Home Naël Bureau. Ok. Alors après, deuxième chose qui peut être pas mal à faire en SSH, c'est installer TMUX. Alors qu'est-ce que TMUX? En gros, cela sert à laisser des processus actifs dans le terminal même après déconnexion de la version, de la session SSH. Alors pour vérifier si vous avez installé TMUX, c'est très très simple. Vous faites TMUX-V. Si vous avez une version qui s'affiche juste ici, c'est que vous l'avez installé. S'il vous dit que la commande n'a pas été trouvée mais que vous pouvez l'installer, eh bien vous faites la commande qui est écrite, c'est-à-dire sudo apt install TMUX. Voilà, vous faites ça, moi il va me dire que je l'ai déjà installé. Voilà. Alors, comment on fait pour lancer TMUX? Eh bien je vais vous montrer, c'est très très simple. Donc, sur la machine distante, donc là, je rappelle toujours qu'on est sur le serveur, on n'est pas sur ma vraie machine, on est sur le serveur. Vous faites seulement TMUX. Et là, vous allez voir que vous avez une sorte d'autre terminal qui se lance. Vous allez voir que vous êtes sur Bash là. Vous êtes sur Bash et simplement, ça vous lance un TMUX. Alors si par exemple, imaginons que je veux lancer mon bot. Vous avez le bot Discord du serveur, parce que pour ceux qui ne savent pas, on a un bot. Et bien ce que je fais, c'est que je vais me mettre en super utilisateur. Voilà. Cela c'est fait. Je vais me rendre dans mon bureau. On a un script de serveur, donc pour le bot. Si vous voulez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ok. Donc voilà ici, donc par exemple un script bash qui permet de lancer le bot. Je vous ferai plus de détails un petit peu plus tard. Et ce que je peux faire, c'est que je peux lancer cette commande. Vous allez voir, il va lancer, etc. Et même après déconnexion du SSH, si je veux
laisser ce processus actif, et bien ce que vous faites, c'est que vous faites un CTRL B, donc la touche CTRL et B, ok, et après vous appuyez sur la touche D. Comme ça, vous voyez là que c'est détaché de la session, mais que même si vous vous logout, voilà, c'est-à-dire que même si vous vous déconnectez, eh bien, vous pouvez avoir le processus actif. Alors, pour vous prouver à ma bonne foi, je vais vous montrer comment on fait. Pour ceux qui se rappellent, je vous ai montré le script. Donc, c'est un Python qui a été lancé. Hein. Regardez, je vais vous montrer. Vous pouvez voir que le bot a été codé ici en Python. Et que si par exemple, je fais un petit htop, eh bien, vous pouvez voir qu'on a Python 3 main.py qui est actif. Donc ça, c'est quand même vachement cool parce que ça permet de lancer les programmes à distance et que même après déconnexion, eh bien, vous pouvez toujours avoir ces processus actifs. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et donc du coup, ce que je peux conseiller de faire hein, pour ceux qui lancent plusieurs commandes comme ça, c'est de tout foutre dans le même dossier. Et comme ça, quand vous faites votre, lancement, eh bien, vous mettez tous vos scripts ici. Donc vous lancez tous vos scripts en même temps. Et comme ça, voilà, comme ça va tout seul. Donc voilà, donc ceci vraiment, je trouve que c'est vraiment quand même cool pour exécuter des programmes à distance, sans pour autant, imaginons que vous êtes administrateur de serveur, sans pour autant se déplacer physiquement sur chaque machine. Donc franchement, si vous travaillez là-dedans, ça fait gagner du temps. Alors, troisième étape, c'est d'installer Hatch. Alors, qu'est-ce que Hatch? En gros, c'est très simple. Hatch, c'est pour vous dire à votre serveur d'exécuter telle tâche à telle heure. Par exemple, si le 1er septembre 2022 à 7h30, vous voulez exécuter votre script bash, et bien ce que vous pouvez faire par exemple, c'est at 7h30, hein, le 1er septembre 2022, moins F, hein, on précise. Et là, par exemple, si vous voulez faire lancer votre script bash, eh bien, c'est totalement possible grâce à cette commande. Alors, je vais vous montrer quand même comment ça fonctionne. Donc moi, pour lancer mon bot, parce qu'il y a un moment donné, il y a une commande shutdown, eh bien ce que je dois faire, c'est me mettre en super utilisateur. Donc je mets un petit sudo -i, ok. Et imaginons, donc on va se rendre dans le dossier où il y a le bot, qui est juste là, je vous réexpliquerai le script juste après. Eh bien qu'imaginons le 1er septembre 2022 à 7h30 du matin, je veux exécuter ce fichier. Eh bien vous allez voir, vous faites ceci. Regardez. Attendez, avant, je vais le rendre exécutable mon fichier. Voilà. Donc, vous faites, par exemple, à 7h30, le 1er septembre 2022, et bien, vous faites /, votre fichier /. Et là, vous allez dire, il vous dit, warning, command will be executed using bin sh, donc bin bash, c'est la même chose. Job 6 at Tuesday, donc Thursday, pardon, September 1st, à 7h30 du matin. Et donc, pour lister vos différentes commandes qui sont lancées, vous pouvez faire un petit @-l. Et @-l, simplement, ça va vous lister toutes les commandes avec @ qui sont programmées. Donc, si par exemple, à 7h30, le 1er septembre, mon PC est allumé, eh bien, à 7h30, il va exécuter /bot.s. Donc ça, c'est vraiment cool. Si par exemple, à partir d'une certaine heure, vous lancez toujours le même programme, le même script, eh bien, vous pouvez grâce à ça. Alors, petite précision tout de même, et ça, c'est vraiment important, la commande @ ne fonctionne qu'avec des scripts bash, donc des scripts en .sh. Alors, vous allez dire, imaginons que je veux lancer un bot, donc par exemple un bot qui a été codé, je sais pas, en Java ou bien en Python. Eh bien, en réalité, c'est très simple. Alors, je vais vous montrer. En fait, j'ai créé, je vous ai dit tout à l'heure que je vais vous préciser par rapport au bot. Alors, en fait, vous pouvez lancer n'importe quel type de programme, mais celui-ci doit être inscrit dans un fichier sh, donc un fichier bash. Ceci, comme vous pouvez voir, est un petit script que j'utilise maintenant tout le temps pour simplement lancer le bot Discord du serveur. Alors, je vais vous montrer quand même le bot Discord de qui il s'agit. Il s'agit de Spamton G Spamton. Spamton G Spamton, en gros, c'est le bot du serveur, voilà, qui est utilisé en permanence, qui a été codé par notre cher BAP. Encore merci vraiment pour cette belle réussite, pour ce serveur, enfin pour ce bot qui fonctionne vachement bien. Et donc, ce script que j'ai créé en .sh, donc que j'ai fait entièrement moi-même, est très simple. Alors ça, c'est comme par exemple pour signifier que vous utilisez un script bash, donc vous faites /bin/bash. Donc là, on est en .sh.
Là, ce que je fais, c'est que je me rends dans un dossier particulier. Donc, en gros, hein, pour faire simple, c'est là où ranger le bot. Ça, je peux le préciser, ça, c'est facultatif. En gros, c'est que moi, à une certaine heure, l'ordinateur, pour des raisons d'économie d'énergie, à une certaine heure, je l'arrête. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si je l'oublie, à 1h du matin le lendemain, il est arrêté. Donc, je sais pas, je vous dis, si imaginons, moi, je me couche à 23h parce que le lendemain, je bosse. Bien, si j'oublie de l'arrêter, à 1h du mat, il s'arrête tout seul. Donc, c'est facultatif, mais ça marche très très bien. Alors, après, j'utilise une boucle while, donc while L. Donc, en gros, ça veut dire tant que, hein, donc à l'infini. C'est-à-dire que, pour faire très simple, c'est que tant que le PC est allumé, on effectue ça. Do. Donc là, ici, je déclare une variable. Donc, il n'y a pas à faire un new, vous savez, avec des int, etc. comme en Java. En bash, si vous ne spécifiez pas le type, c'est simplement le résultat d'une commande. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Ici, j'ai déclaré une variable IP. Et c'est simplement le résultat de cette commande. Alors, si vous voulez lui attribuer un résultat d'une commande, il faut faire égal. Donc, égal, en gros, on attribue, hein, $. Et après, vous mettez entre parenthèses votre commande. Par exemple, je sais pas, si je dis IP égale neofetch, vous mettez neofetch ici, donc entre parenthèses. Donc là, ce que je fais ici, c'est que je récupère l'adresse IP de la machine. Et que là, ici, c'est que je dis que si l'adresse IP est différent de $, donc en gros, s'il est différent de nul, en gros, nul, c'est-à-dire que le PC n'est pas connecté à Internet. Je vais vous faire un test juste ici. Regardez, je vais récupérer la commande. Hop. On fait un petit copier. Regardez, je vais vous montrer. On va éteindre le Wi-Fi. Je vais lancer une nouvelle fenêtre. Vous pouvez voir que là, j'ai pas de réseau sur ma machine, hein. Si je colle ça, vous pouvez voir que ça ne me retourne rien. Alors que là, si j'active le Wi-Fi, vous allez le voir tout de suite. Voilà, donc vous pouvez voir que là, ici, le réseau de ma machine est connecté. Et donc là, si je fais cette commande-là, cette fois-ci, bon, c'est flotté, hein, forcément, une adresse IP est ressortie. Ok, donc ça c'est quand même vachement sympa. Alors du coup après, si du coup c'est différent de nul, c'est-à-dire que si ça me retourne quelque chose, alors on fait Python 3 main.py. Donc en gros je lance le bot. Sinon on fait une resynchronisation, c'est-à-dire que tant qu'il ne trouve pas, on resynchronise, break, hein, pour finir la recherche. Après fancy down. Et ça il le fait à l'infini tant que le PC est allumé. Ok, donc ça, hop là, merde. Hop, 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 hop. J'ai fait n'importe quoi. Et donc ça, c'est quand même vachement sympa si vous voulez lancer plusieurs scripts en même temps, etc. Avec le réseau, ça marche très très bien. Et donc la commande add, à cette heure-ci, me permet de faire ça. Alors maintenant, nous allons attaquer un gros sujet qui s'appelle Fail to Ban. Alors pour faire simple, c'est une application, on va dire une application en ligne de commande qui analyse les logs de divers services, comme par exemple SSH, Apache, etc. en cherchant des correspondances offrant des motifs définis dans ces filtres et les entrées des logs. Lorsqu'une correspondance est trouvée, une ou plusieurs actions sont exécutées. Typiquement, Fail to Ban va chercher des tentatives répétées de connexion infructueuses dans les fichiers journaux et du coup va procéder à un bannissement en ajoutant une règle au pare-feu IP-table ou NF-table pour bannir l'adresse IP, la source. En gros, pour faire simple, c'est que si vous subissez une cyberattaque sur votre serveur, à partir d'un certain nombre de tentatives, le serveur va bloquer l'adresse IP de celui qui tente de se connecter. Pour installer Fail to Ban, c'est très très simple. Vous faites un petit sudo apt install fail to, avec le 2, hein, Fail to Ban. Ok. Donc là, il va me dire que je l'ai déjà installé, mais vous, ce que vous faites, c'est que vous l'installez, vous faites oui, etc. Alors, ensuite, pour le configurer, c'est tout de même assez simple. Donc, il faut se mettre en super utilisateur. Ça, c'est tout de même la base. Ok. Après, vous faites un système ctl start fail to ban. Ok. Donc là, fail to ban est lancé. Ensuite, vous faites un système ctl enable fail. Ah il veut pas, il le trouve pas. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va lancer fail to ban. Parfait, il me dit que c'est lancé. Ensuite, vous faites un système ctl status fail to ban. Ok. Donc là, on va regarder si c'est bon, s'il est bien lancé. Vous pouvez voir qu'il est actif. Alors si vous êtes à un moment donné bloqué et qu'il vous montre plein de lignes de commande, vous savez avec ça là, avec ça qui est noté plusieurs de façon n'importe comment, vous faites seulement un petit CTRL-C hein, pour revenir au terminal, ça ne va pas désactiver. Alors ensuite, il faut créer un fichier de configuration se nommant custom.conf
En gros, c'est un fichier qui va vous permettre de customiser les paramètres de bannissement. Donc pour cela, eh ben, c'est très simple. Vous faites seulement un petit touch /etc oups, je me trompe, /fail2ban /gel.d et après vous faites un petit custom.conf. Ok? Donc là, vous créez ce fichier. Alors moi, je ne vais pas le créer parce que je l'ai déjà. Je vais seulement faire un petit CD. Je vais vous montrer que je l'ai déjà. D'accord, regardez. Hop. Un petit élève. Moi, je l'ai déjà. Donc, on va faire un petit nano. Custom.conf. Dans ce fichier, vous allez copier, coller ici ce que j'ai là. Alors, l'adresse email, franchement, moi, je n'ai pas très peur parce que c'est l'adresse email qui est disponible dans ma chaîne YouTube. Alors, ce que vous faites, c'est que il y a des adresses IP de base qui sont ignorées. Donc, vous avez par défaut 127.0.0.1, donc il y a l'adresse IP classique, et une autre adresse au hasard, bon ça je l'ai pris par défaut, c'est 124.132.5.48. Après celle-ci, c'est l'adresse IP donc, de ma machine qui est floutée bien sûr. Simplement voilà, donc c'est l'adresse IP, c'est-à-dire que je peux me connecter, pas de souci. Alors après, find time en gros, c'est très simple, c'est-à-dire que c'est le temps maximum de recherche. Après, vous avez ban time, c'est-à-dire que si vous avez une adresse IP qui est bannie, eh bien elle est bannie déjà pendant 48 heures. C'est-à-dire que le gars, pendant 48 heures, peu importe ce qu'il fait, il va pas réussir à se reconnecter de nouveau. Donc ça, c'est quand même vachement pratique. Max d'essai 3. C'est-à-dire qu'au bout de 3 essais infructueux, bam, il est banni 48 heures, son adresse IP est bannie. Deathmail, donc c'est-à-dire que si vous mettez un deathmail, en gros, ça veut dire que si par exemple quelqu'un est banni, eh bien vous allez recevoir un mail donc à l'adresse ici qui est mentionnée. Et donc, à cette adresse-là, vous allez pouvoir être au courant de ce qui se passe sur votre serveur. Ça, c'est quand même vachement pratique si vous voulez être rapidement au courant, si vous avez une cyberattaque ou quoi que ce soit. Après, vous avez Action, quelque chose qui vous permet de lister les différentes actions, donc les logs. Et après, ce que vous pouvez faire ici, c'est que entre crochets, vous notez le service que vous souhaitez. Donc, par exemple, SSHD. Si par exemple, moi, je voulais mettre un autre service, je sais pas, moi, je vais être franc. Si par exemple, je mets Apache, par exemple, si vous lancez Apache, et bien vous faites enable égale true. Voilà. Si par exemple vous voulez faire avec Apache, eh bien vous faites ça. Vous faites avec tous les autres services, ça fonctionne exactement de la même façon. C'est très simple. Donc ça c'est quand même vachement bien et ça vous permet de sécuriser entre autres votre serveur. Ça, c'est quand même cool. Après, ce que je peux vous permettre, c'est qu'en ignore IP, c'est-à-dire que même au bout de 3 tentatives infructueuses, vous pouvez mettre votre adresse IP à vous, donc sur votre PC, bien entendu. Comme ça, ça vous permet d'éviter d'être bloqué si par exemple, vous ne retrouvez plus votre mot de passe, par exemple. Donc ça, c'est quand même vachement pratique. Donc une fois cela fait, eh bien, vous faites un petit CTRL-X suivi de O pour enregistrer. Donc regardez, imaginons. Regardez, hop, nano custom, regardez, je vais vous montrer. Donc, vous faites tout ça, je vais supprimer ça par exemple, ok, enabled, égale true, ok. Vous faites CTRL-X pour quitter, sauver l'espace modifié, vous faites oui, ok. Et après, ce que vous faites, c'est que vous faites un petit, alors pas de sudo, systemctl, hop là, ouais, je me suis trompé. Voilà, systemctl, restart, fail to ban tout court. Je sais pas pourquoi il m'a mis .service. Ok. Et voilà. Et maintenant que c'est fait, et maintenant vous avez un serveur protégé par des intrusions en SSH. Après, bien sûr, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire la même chose pour d'autres services. C'est quand même cool. Alors, mail. En gros, cela va vous permettre d'envoyer sur votre boîte mail quand un IP a été banni suite aux nombreuses tentatives infructueuses que vous avez choisies dans votre fichier custom.conf. Alors, vous vous rappelez quand je vous ai montré avec la destination de l'adresse mail, en gros, il faut installer un autre service pour justement que le système envoie un mail à l'adresse que vous avez mentionnée. Pour ça, vous faites un sudo apt install mail utils. Donc c'est quelque chose qui est quand même vachement cool sur Ubuntu. Et donc une fois cela fait, il va vous afficher une sorte d'écran rose. Et bien vous confirmez puis vous confirmez le type de messagerie. Donc vous choisissez celle par défaut. Normalement ce sera marqué site internet. Puis comme nom de courrier, je vous conseille de mettre votre prénom suivi du nom de votre distribution. Je vous donne mon exemple. Par exemple, moi je m'appelle Naël et mon serveur exécute Zorin OS. Alors, le nom de courrier va s'appeler comme ceci, Naël Zorin. Voilà, c'est quand même très simple. Et bien voilà, c'est tout pour moi. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cela aura pu vous aider pour lancer telle ou telle commande et surtout pour vous aider à
configurer un home server. Donc c'est une première vidéo. Je sais qu'elle est loin d'être parfaite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si besoin, je ferai une autre vidéo pour vous parler de ce sujet-là, sur les différentes choses que je fais sur mon serveur. C'était Naël, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao!